les actualités, bon, il y a un grand nombre de sujets possibles. Moi, je traite souvent d'astronomie, d'astronautique, d'ufologie, et puis quelques éléments liés. Je vais vous envoyer par le courrier. Je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà donné votre adresse mail, donc dans nos fichiers, un petit questionnaire pour savoir ce qui vous intéresse le plus en termes d'actualité. Puisque, voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont plus intéressés par l'astronomie, d'autres que par l'ufologie, ou les phénomènes paranormaux, des choses comme ça. Donc, voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, là, je vais commencer tout de suite. J'ai sélectionné très peu de sujets aujourd'hui, mais je vais les développer un peu plus longuement. J'ai deux sujets principaux. Donc, ça, je pense que ça... Ah, voilà. Oh, peut-être le faire à la main. Voilà, donc on va parler des momies de Nazca, on va parler en astronautique et en astronomie de l'atterrissage réussi de Mars Insight, quelques nouvelles du ciel et ensuite quelques annonces. Et je vais passer la parole à Luc. Ça marche pas, enfin, c'est pas grave. Je vais le faire comme d'habitude. Donc, les momies de Nazca, vous avez peut-être entendu parler de ce phénomène, on en parle beaucoup récemment parce qu'il y a eu une conférence à Cusco, au Pérou, qui fait un peu le point du sujet. Le NUREA TV on fait vraiment un travail fantastique, relayer la conférence. Ils ont relayé un débriefing sur la conférence, ils ont relayé les conférences de presse qu'il y a eu après, et vraiment ils ont passé des heures et des heures sur le sujet. Et puis il y a aussi le magazine Icaris, qui a publié très rapidement sur le sujet. Mais en fait, Icaris, c'est leur numéro 6, mais ils en parlent depuis leur premier numéro. C'est un choix qu'ils ont fait. Au début, il était très contestable, parce que moi, franchement, les momies de Nazca, il y a encore 15 jours, j'y croyais absolument pas. J'étais persuadé que c'était qu'une blague, que c'était du charlatanisme, tout ça. Et puis, je me suis penché sur l'affaire, là, récemment, et je dois avouer que mon opinion a bougé. Je ne dis pas que je suis convaincu à 100% et totalement convaincu à 100% que tout est bon là-dedans. Et c'est pas vraiment de l'ufologie, mais on parle quand même d'êtres différents de la race humaine. Ça fait quand même penser, on parle de petits gris. Donc c'est très important quand même pour nous les ufologues. Alors, j'y vais. Je vais faire un rappel des faits. Donc ça, je me suis basé sur une page de l'article d'Icaris, franchement. Parce que comme je vous ai dit, moi j'avais laissé tomber le sujet, ça ne m'intéressait plus, je pensais que c'était de la blague. Et donc je suis basé sur leur article. La conférence qui s'est passée au Pérou, rapidement. Et ensuite, on va reprendre des articles d'Icaris, parce qu'il est bien fait, puis il y a des photos. Ça illustre bien le phénomène. Et puis rapidement une conclusion. Alors, rappel des faits. En fait, c'est tout a démarré il y a vraiment pas longtemps. Fin 2015, en octobre 2016, il y a un huaquero, c'est-à-dire un pilleur de tombes. Le huaca, c'est une zone sainte, apparemment dans le langage de la région. Et les huaqueros, c'est des gens qui vont là-bas pour piller les tombes. C'est des voleurs, c'est des bandits. Ils font pas que ça, d'ailleurs, ils font des faux, ils font tout ce qui rapporte de l'argent. Alors que ça commence assez mal, d'ailleurs c'est en partie pourquoi l'affaire a mauvaise presse. Ce gars, ce Huaquero Mario, sous Nazca, en plus Nazca quand même un site emblématique, il écoute des momies. Il a un ami qui en parle à Thierry Jamin, qui a fondé une société qui s'appelle Incari, Cusco. Alors Thierry Jamin, c'est un aventurier moderne, il sort d'Indiana Jones, c'est pas un vrai archéologue, hein, il s'est formé sur le tas. Il a cherché une cité ancienne, je ne sais pas s'il l'a trouvé, mais en tout cas là, il a fait du bon travail à mon avis. Alors, moyennant quoi, Thierry Jamin se dit des momies, donc découverte de momies dans des tunnels sous Nazca, des momies qui semblent avoir des caractéristiques extraordinaires, qui ne sont pas humaines à première vue. Donc qu'est-ce que fait Thierry Jamin? Il écrit au ministère de la Culture péruvien
et il ne reçoit jamais de réponse au bout de semaines, de mois, rien. Donc il se dit c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Donc il décide d'avancer tout seul. Il rencontre le Wakero Mario, qui lui montre des corps, des petits corps. Quand je dis petit, c'est moins d'1 mètre, 60 cm, sorte de grandeur, vraiment des toutes petites momies. Ensuite, il décide de faire un peu de vent, de faire de la communication plus exactement, avec YouTube. Ça commence à prendre de l'ampleur. Il lance un projet qu'il appelle Alien Project en février 2017. Bon, je lis ce qui est marqué là. Tout de suite, il se rend compte que c'est probablement, lui sur place, se rend compte que ces momies, il y a quelque chose derrière, il y a des chances qu'il y ait quelque chose. Alors, donc l'idée de faire des analyses ADN. Il lance une opération crowdfunding et c'est un gros succès. En général, ces affaires-là ne marchent pas. Ben là, ça a très bien marché. Et grâce aux Français, il a récolté un peu moins de 40 000 €, avec lesquels ils ont pu faire ces analyses ADN et d'autres analyses. Ils ont pu... donc tout de suite, ils vont se lancer dans des examens comme la datation au carbone 14, des analyses ADN et des radiographies. Ensuite arrivent là-dessus des gens très célèbres au Mexique, comme Jaime Maussan, qui est en fait, qu'est-ce que je veux dire, c'est un journaliste, c'est quelqu'un qui est dans la presse et qui est très connu au Mexique pour s'intéresser aux affaires d'OVNI et ce genre de choses. Il leur fait une grosse publicité, et puis aussi une dénommée Melissa Titel, que je ne connais pas, qui dirigera une chaîne privée qui s'appelle Gaia. Tout ça, ça fait le buzz. Donc il y a des gens qui s'y intéressent. Thierry Jamin arrive à devenir relativement copain de ce bandit de Mario, et qui lui prête qui a confiance en lui et qui lui prête les momies. Donc il lui prête, alors les momies, on leur a donné des noms en espagnol, Alberto, Josefina, Victoria, mais il y en a d'autres, il y a Maria, il y a Guaguita, il y en a d'autres. En mars, les échantillons sont envoyés dans différents labos dans le monde. En avril 2017, Mario nous sort une nouvelle, là j'ai une petite faute d'orthographe, mais c'est pas grave, une nouvelle pièce, Maria, c'est pas Maria ça, c'est Maria, qui est une momie de grande taille, qui fait une grande taille relativement, puisqu'elle fait 1 m 60, c'est pas une géante évidemment, mais par rapport aux autres momies c'est beaucoup plus grand. Et qui elle aussi a des caractéristiques qui sautent à l'œil, ne serait-ce que par exemple aux mains et aux pieds elle n'a que 3 doigts. C'est pour ça qu'on les appelle ces momies tridactyles. Elles ont toutes 3 doigts. Et puis voilà maintenant, bon je simplifie un peu, les résultats arrivent, s'accumulent, et il a été décidé de faire au Pérou une conférence. Alors ce qui est amusant, c'est qu'au début, le ministère, les officiels ne voulaient pas du tout s'en occuper, mais là c'est eux qui ont décidé de prendre un peu le train en marche et d'organiser la conférence. Thierry Jamin est dans la conférence, c'est la conférence quand même de sa société, mais la personne qui préside et qui donne la parole, c'est un congressiste, comme ils disent péruvien, c'est-à-dire en fait un parlementaire. Donc là, ça c'est j'ai mis en fait comment dire, les annonces de YouTube. Donc vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir lire, alors c'est trop petit. La première vidéo, en haut, 4h37, 51. Je laisse taper, elle n'est pas facile, parce que le son n'est pas très bon, c'est en espagnol, je ne parle pas l'espagnol, et c'est traduit très mal. Bon, je ne veux pas taper sur Nurea TV, ils ont fait un travail fantastique, c'est eux qui se sont débrouillés pour récupérer tout ça, essayer de le traduire, et dans certains cas ils y arrivent, dans d'autres ils n'y arrivent absolument pas, parce qu'ils ont d'abord le débit des conférenciers souvent très rapide, ils ont une plage très limitée pour exposer leur truc, donc ils parlent comme des mitraillettes, et le malheureux conférencier, comme professeur, le traducteur, comme il ne connaît rien à la biologie moléculaire et tout ça, par exemple, il n'y arrive pas. Ensuite, il y a une autre vidéo, le débriefing de quasiment 2 heures, et encore une vidéo de 2 heures, et encore une vidéo. La dernière, je ne l'ai pas vue, mais j'ai l'intention de la voir, c'est l'interview de Thierry Jamin. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont sortis récemment, et puis ça fait un peu boule de neige. Mais ça, c'est les documents de base qu'il faut étudier, qu'il faut lire. J'ai oublié les micros. Mais est-ce que vous entendez? Oui. Tu peux aller les chercher? Tu peux aller les chercher, s'il te plaît? À l'entrée. Ouais. Excuse-moi Patrice, on trouve les liens sur Nurea ou simplement sur YouTube? Oh, tu vas dans YouTube, tu tapes Nurea, Momie Nazca, Nurea, Nazca,
tu vas le trouver. Oui, c'est facile comme tout. Hein. Il suffit d'aller dans Google, même directement dans Google, tape Nurea, momie Nazca, tu vas tomber tout sur ça. Ouais, c'est facile à obtenir. Alors, la conférence. Ma première réaction, comme je vous ai dit, j'étais hostile à cette histoire, c'est de voir tous les défauts. Donc là, j'ai pas eu le temps de complètement reprendre ma présentation. J'ai eu un petit problème de grippe qui m'a pas fait aider à progresser. Mais vous verrez des critiques. En réalité, tout ce travail a le mérite d'exister, d'avoir été fait. Et puis, c'est très bien. Alors, ceci dit, l'organisation faite par le congressiste, c'est pas un scientifique. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de rappel des faits, il n'y a pas de... c'est très... Ça fait un peu amateur, mais bon. Donc... et puis la traduction n'était pas facile. Mais, au final, qu'est-ce qu'il y a eu? Une petite présentation par le congressiste lui-même, donc le politicien, a parlé pour ne rien dire, comme ils font tous d'habitude, pendant une demi-heure en espagnol. Donc ça, c'est une purge, ça n'a aucun intérêt. Mais à partir, ensuite, derrière, il y a des choses qui sont très intéressantes. Par exemple, l'exposé sur l'étude par radiographie de deux momies, Wavita et Maria, est clair et intéressant. Simplement, Wavita, on s'aperçoit, le gars ne mâche pas ses mots, elle a été mutilée. En fait, une jeune enfant qui a été mutilée, on ne sait pas quand exactement, probablement à l'époque où elle a été momifiée ou avant. Et donc c'est un faux, mais un vrai faux. Ce n'est pas les bandits qui l'ont fait, elle a été trouvée comme ça. Maracas ou comme tu veux. Mais on va jouer si tu veux. Tiens. Alors, par contre, il faut appuyer quelque part. Ah, et puis il faut peut-être le déclencher là-bas. Allô? Ça marche pas. Allô? Il faut aller dans la pièce à côté. Il faut voir le technicien. Bon. Je vais essayer de... Ça va, la voix, j'ai à peu près récupéré. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors, un premier exposé d'une demi-heure par un spécialiste dans la radiographie qui vraiment regarde et analyse deux momies, une toute petite, Wawita, de 60 cm, et la grande Maria, qui sont toutes les deux complètes. Wawita, visiblement, c'est un faux, c'est-à-dire qu'on a cherché à faire ressembler une petite fille à quelque chose qui n'a que 3 doigts aux mains et aux pieds. Et on l'a amputé, mal, parce que vous savez que dans tous les êtres vivants, comment dire, les vertébrés sont faits pareil. On a des phalanges, on a des métacarpes, les carpiens, et là ils ont amputé les phalanges, mais pas les métacarpes, donc ça se voit. Par contre, sur Maria, on ne voit aucune trace d'amputation. Elle a 3 doigts, mais ça paraît naturel, quelque chose de normal. Ce spécialiste-là la trouve humaine à part ça. C'est pas tout à fait l'avis de d'autres qui vont la regarder après et qui vont découvrir qu'elle n'a pas d'oreille, qu'elle n'a pas... Enfin, on dit elle, en réalité, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Hein, enfin, bon, on l'a appelée Maria. Elle a hérité du sexe féminin comme ça, un peu par hasard. Elle n'a pas de tétons ni de glandes mammaires. Or, même les hommes ont des tétons, des glandes mammaires. Tous les mammifères ont des tétons et des glandes mammaires, qu'ils soient mâles ou femelles. Donc ça, c'est vraiment très étonnant. La peau, on s'est aperçu aussi que la peau, il n'y a pas de glande sudoripares dans la peau. Il semblerait qu'il y ait des sortes d'écailles très fines. Donc tout ça, c'est vraiment que ça fait vraiment la différence avec les êtres humains. Ensuite, il y a eu un exposé sur l'ADN très confus, mais j'ai rien compris vu que c'était mal traduit ou pas traduit. Ensuite, une nouvelle analyse anatomique par tomographie. Alors, il y a eu des radiographies. Donc, radiographie, vous savez ce que c'est une photographie plane. Ensuite, il y a les scanners. Donc, on peut faire des tranches dans un corps. Et la tomographie, c'est encore plus fort parce qu'on garde l'image 3D, le film 3D de tout tout le parcours fait par le scanner. Et donc on peut à tout moment faire bouger la vue, depuis le haut, le bas, on peut faire pivoter le corps, et vraiment on peut explorer
dans le détail l'intérieur d'un corps avec une très grande précision. Ces études qui ont été faites, moi j'ai trouvé ça tout à fait fascinant parce qu'ils sont arrivés à la conclusion que ce ne sont pas des montages, c'est impossible de reproduire des nerfs, des tendons, des muscles, des organes de cette façon de tout monter. Ce sont les créatures qu'on a analysées, c'était des créatures vivantes qui étaient comme ça. Voilà. Elles ne sont pas comme nous, elles sont différentes, pas énormément différentes, mais pas comme nous. Je vais en revenir un petit peu en utilisant Icaris derrière, parce qu'il y a vraiment des choses tout à fait étonnantes, notamment dans un des momies, il y a des œufs. Ça c'est fort. Et à la fin, bon, il y a un universitaire péruvien qui a poussé un grand coup de gueule en disant mais qu'est-ce que c'est que ça sauf que ce qu'il ne dit pas ce garçon-là, c'est qu'au début il disait tout ça c'est des crânes de chat avec des montages, avec des lames, des os de lama, enfin bref, c'est du bricolage. Et là il n'était pas content parce que en fait tous les gens qui sont intervenus c'est des étrangers et lui, représentant de l'université péruvienne, il a été mis de côté et il dit qu'est-ce que c'est? C'est des bandits qui donnent des squelettes, et nous on n'a aucun contrôle, on ne sait pas où ça a été trouvé, quand ça a été trouvé, enfin bref, il y a beaucoup de rancœur. Ben, on peut le comprendre, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, alors, Icaris, je vais utiliser ça. Donc ça c'est la couverture. Je vais l'utiliser pour l'iconographie. Donc vous voyez, le genre de photo, ça c'est une tomographie. Donc c'est-à-dire que c'est une épreuve simplement d'une analyse tomographique. Donc là, par exemple, on voit les vertèbres ici, là les côtes, et puis là ce sont les viscères qui sont desséchées mais qui sont présentes. C'est pour ça que les spécialistes disent on ne voit pas comment on a pu inventer tout ça. Surtout que ces viscères et ces os ne sont pas exactement comme les os humains. Introduction. Oui, alors donc, dans Icaris, il y a le rappel des faits, on vient de le voir, je vous l'ai fait rapidement, on ne va pas revenir. Les mystérieux sous-sols de Nazca, alors ils expliquent effectivement, ça c'est pas un point fort, je dirais, parce que ça fait vraiment tout ça c'est très mystérieux. Il y aurait des tunnels immenses sous le plateau de Nazca. Il y aurait peut-être des dizaines, voire des centaines de momies. Bon, on ne sait pas trop où on va là. Alors, les incroyables petits gris, la découverte d'une nouvelle espèce. Moi, quand j'avais vu ces photos-là, j'ai dit, oh, c'est une blague, on dirait des squelettes, ceux qui sont en vente au Mexique, là, dans les fêtes. Parce que franchement, ça fait bizarre. Et c'est vrai que c'est pas humain. Les côtes comme ça en arceau, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez les hommes. Mais apparemment, c'est tout à fait naturel. Enfin, je veux dire, c'est pas une fabrication. Puisque les rayons X, quand ils passent au travers de ça, ils trouvent des choses qui sont tout à fait organiques et qui paraissent se fonder. Alors, quelque chose de très important, ça a été ces radiographies-là. Vous voyez que dans le ventre, là, il y a 3 pièces qui ce sont en fait il paraît que ce sont des œufs. Donc on a fait l'analyse ensuite très fine par tomographie et apparemment c'est fait par tout ça, c'est dans un système reproducteur qui est le type ovovivipare. C'est-à-dire que vous savez, les oiseaux sont vivipares, ils pondent des œufs. Les mammifères, on sait comment ils se reproduisent, ils mettent au monde des petits vivants. Et les ovovivipares, ils mettent aussi au monde des petits vivants, mais par l'intermédiaire des œufs. C'est-à-dire que un œuf constitué avec une coquille est produit, et il va éclore dans le corps de la mère, et le petit va sortir. Mais il n'y a pas d'utérus, il n'y a pas de placenta, comme chez les mammifères. Ça c'est l'ovoviviparité. Ça a été étudié par l'intermédiaire des scanners. Et moi je suis un petit peu sceptique parce que je me dis au niveau de l'estomac, si c'était des pierres utilisées pour la digestion.
parce que tous les oiseaux et les reptiles, puisqu'on arrive à la conclusion en fait que ces êtres sont reptiliens de conformation, ils utilisent dans leur gésier, ils ont des pierres. Alors peut-être que c'est plutôt ça, je ne sais pas. Mais les spécialistes disent non, non, pas du tout, ce sont des œufs, ils se sont ils se sont opacifiés, ils se sont durcis, et ils se trouvent bien en position dans un système reproducteur de type ovovivipare. Ok, je veux bien le croire. Je ne vais pas trop insister, je pense c'est à chacun ensuite de lire, d'étudier. Il y a un gros travail pour lire tout ça, ensuite il faut aller dans Internet pour prendre des références. Moi par exemple j'ai passé pas mal de temps dans Internet à regarder la structure des pieds et des mains des différents animaux, et effectivement il n'y a que les seuls animaux qui ressemblent à ces choses-là, à 3 doigts, aux pieds et aux mains, c'est les dinosaures du genre Vélociraptor et ce genre de dinosaures. Tous les lézards, par exemple, les crocodiles, sont comme nous. Ils ont 5 doigts. Les émeux en 3 doigts. Comment? Les émeux. Oui, les émeux en 3 doigts. Ceux-ci, ils ont quand même derrière une sorte d'ergot. Ouais. Mais la plupart des oiseaux ont 4 doigts avec 3 devant, et puis derrière un qui permet de faire pince, de se poser sur une branche, et de bien serrer la branche. Voilà. Je veux pas... D'abord, j'ai pas tout lu. Je suis aussi... je vais passer le message, simplement ma conviction, et ça sera de vous forger la vôtre. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose? C'est un sujet sur lequel je me suis un petit peu penché. Donc, sur la conférence de NASCA, je n'ai pas non plus, comme vous, tout écouté, il y a des morceaux que j'ai zappés, mais il y a des informations quand même intéressantes, même si je suis aussi sceptique que la plupart des gens le sont. Les os sont creux. Oui, exact. Celles qui portent des œufs, c'est bien des œufs, puisqu'on a la totalité de l'appareil reproducteur qui est présent, y compris un 4e œuf en formation. Et ça, c'est impossible à truquer. Et c'est donc ce ne sont pas des momies, ce sont des personnes desséchées, tout simplement. Et elle est à la fois de sexe féminin et masculin. Elle a l'intégralité de l'appareil reproducteur, à la fois mâle et femelle. C'est quand même intéressant. J'ai dit les os sont creux. Et la datation au carbone 14, vous n'en avez pas parlé, c'est ce qui permet d'évacuer toute possibilité de trucage, puisque les os, enfin tous les restes qui ont été analysés au carbone 14, par 3 laboratoires différents, canadiens, allemands et russes, donnent la même datation aux alentours de 1000 ans. Merci, parce que c'est vrai que c'est des points importants dont je n'ai pas parlé. J'ai lu tout ça aussi, mais dans le feu de l'action, j'ai oublié d'en parler. Oui, c'est pour ça que je me Je permets vous invite à creuser la question. De toute façon, forcément, ça va s'améliorer parce qu'il va y avoir forcément un script qui va être produit de ces réunions, à partir de lequel on pourra faire des traductions et ça sera plus facile. Bon, je ne vais pas en dire plus, je crois que j'en ai dit déjà beaucoup. Monsieur Côté regarde sa montre, il dit oh là là, oh là là. Oui, alors que faut-il en penser? Il y a des éléments négatifs qui continuent d'inciter à la prudence. Le projecteur, parce que c'est aussi ici. On recule un petit peu vers nous. On va dire des images. Agrandir, Juste reculer la table. L'affaire qui a été démarrée par des bandits, ouais, ok. Les prélèvements pour les analyses ADN n'ont pas été faits par des professionnels. Oui, ça c'est quand même gênant parce que moi j'ai discuté avec une dame qui m'a dit ça aurait été bon que ce soit les professionnels qui font les analyses, qui eux-mêmes prennent les échantillons, parce qu'on leur envoie des échantillons, mais d'où ils viennent. Et, par exemple, pas à propos de Maria, la grande momie, on dit ça n'a pas été truqué, puisque aussi bien dans la main, dans le corps, dans la tête, on trouve les mêmes résultats ADN. Oui, mais évidemment, si c'est quelqu'un qui a pris les mêmes résultats et qui les a envoyés au laboratoire, comment savoir? Je pense qu'il faudra refaire tout ça plus sérieusement. Voilà. Et puis l'information est fragmentaire et les études continuent. Mais ceci dit, comme vous avez compris, je suis très impressionné par ce qui a été découvert. Voilà. Excusez-moi. Oui. Sur cette question, vous éludez bien rapidement le fait que ce soit des vaqueros qui amenaient ça. Parce qu'actuellement, vous pouvez en acheter des momies NASCAR.
Il y en a 5 à vendre sur le web. Peut-être. J'en veux pas. C'est ça moche. Il y en a 5 à vendre. Vous savez, dans les cabinets de curiosité, quand on a un peu d'argent, ça change de s'acheter des tableaux de maître, c'est sympa de s'acheter des choses un peu étranges. Et vous avez raison, ça fait monter les prix. Et donc, en effet, le fait que des gens s'intéressent à ça, c'est ce qui donne une notoriété à ces choses-là, c'est ce qui leur donne un prix. Un prix, oui. Mais ça ressemble très fortement à une énorme arnaque. C'est cher. Oui, bien sûr, ça ressemble. C'est cher, c'est environ 40 bitcoins. Oui. Donc c'est assez cher. Je suis d'accord avec vous. C'est ce qui fait penser que c'est ce que je dis, l'affaire. J'ai pas voulu aller dans les détails, mais ça a été démarré par des bandits qu'il faut monter les enchères. Oui, voilà, c'est ça. Et qu'il les prête à ce monsieur Jamin, qui essaye de faire des études dessus, il lui les prête, après il lui dit on va les reprendre, vu le type de personnage, quand il lui dit ça, il les rend tout de suite, parce qu'il n'a pas vraiment l'intention de les avoir... Oui, mais ça prouve rien. Ça prouve rien, monsieur. Il y a des analyses qui ont été faites, il y a des radios, les radiographies qui ont été faites, des tomographies. Et ça, c'est quelque chose d'objectif. C'est pour ça que je dis quand même qu'il ne faut pas se précipiter, l'info est fragmentaire et je continue. Moi je passe d'un scepticisme total à un optimisme très mesuré. Voilà. Et je dirais un petit mot, Patrice, je répondrai à monsieur, à tout le monde. Ce n'est pas parce que des gens, des commerçants véreux vont vendre et font monter les enchères sur un produit, qu'il ce soit une chaise Louis XV ou une momie, quelle qu'elle soit, que cette momie de Nazca est un faux, monsieur. Ils vendent peut-être 10 000 € ou 50 000 $ une momie authentique d'un tridactyle qui a des milliers d'années. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit, Patrice, dommage. Allô? Oui, il marche. Bon, j'ai dit un mot, Patrice, t'as pas entendu. Tu me le diras à l'oreille. Bon, j'avais prévu aussi de parler de Mars Insight. Bon, je vais aller très très vite parce que sinon on va pas commencer le sujet. Donc c'est sur Mars, il vient d'atterrir et vous pouvez y assister en direct à la télévision. Une sonde qui s'appelle Mars Insight. Insight en anglais ça veut dire intuition, réflexion. Qui va permettre de faire en quelque sorte l'autopsie de la planète Mars. Pourquoi je dis l'autopsie? Parce que la planète Mars est considérée comme quasiment morte. Donc pourquoi cette pauvre planète est morte? Eh ben, on va lui mettre un stéthoscope, c'est-à-dire en fait un séismomètre, et puis on va essayer de voir quelle est sa température du corps. Donc on va mettre une sonde thermique dedans. Et c'est ce que va faire cette sonde. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on ne se contente pas de photographier, de prendre en surface, mais on va aller en profondeur, on va étudier la planète en profondeur. Et en ce moment, dans ce slide-là, je mettais ça en relation avec plein de choses qui se passent. Il y a aussi une sonde américaine qui va arriver vers l'astéroïde Vénus. Il y a la sonde japonaise, moi j'ai déjà parlé la dernière fois, donc on n'en parle pas. Et les Chinois aussi vont faire atterrir une sonde sur la face cachée de la Lune. Plus Ultima Thule. Allez, on avance, on en parlera peut-être mieux une autre fois. Ça, c'est le blason de la sonde. Je vais aller très vite. Il y a eu la mission, je viens de vous en parler rapidement. Le projet a été mené en partant d'une sonde qui avait déjà été construite et lancée sur Mars en 2008, qui s'appelait Phoenix, qui s'était posée près du pôle nord de Mars, et qui avait étudié le sol, et qui avait trouvé des choses intéressantes, c'est-à-dire beaucoup de glace dans le sol. Le lancement, c'est un lancement par une fusée classique. Voilà, donc le trajet, c'est aussi du grand classique. Il n'y a pas de moteur plasmique, il n'y a pas de moteur électrique là. C'est vraiment de l'astronautique classique avec des fusées chimiques à l'ancienne. Et ça a très bien marché. Donc vous voyez les deux, vous voyez en bleu l'orbite de la Terre, en rouge l'orbite de Mars, et puis la trajectoire de la sonde. Allez, atterrissage. Alors, on nous a fait un petit peu de cinéma là-dessus, en nous disant oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Mais en réalité, c'est la 8e fois que les Américains arrivent à poser une sonde sur Mars et ils commencent vraiment à être bien rodés. Et la preuve, ça a marché comme à la parade, absolument de façon impeccable. Donc, d'abord, un bouclier thermique pour récupérer éliminer le maximum de vitesse en frottant l'atmosphère. Ensuite, un parachute. Ensuite, on largue le bouclier thermique, pardon. On largue le parachute et on descend en se posant avec des petites fusées. Voilà.
Là, les gens sont très contents. Moi aussi. Il s'est posé, donc vous voyez que Insight, vous voyez cette photo à droite là, à la limite entre les zones vertes, bleu-verte et les zones très caractérisées jaunes. C'est-à-dire, c'est l'idée d'être à la zone de 2 plaques apparemment, dans les zones géographiquement différentes. Ça c'est la première photo, elle n'est pas belle, c'est parce que ça a été pris par une petite caméra qui est presque près du sol, et avec le cache, on n'a pas encore enlevé le cache, donc il y a plein de poussière dessus, mais ça prouve simplement que ça a prouvé que tout le monde elle était arrivée. Ça c'est la première photo au travers d'un cache aussi, mais déjà un peu plus sympathique. Enfin le paysage n'est pas très sympathique, mais sur Mars il est rarement sympathique. Ça c'est une vue d'artiste, donc la cocotte minute là qui est à droite, c'est le séismomètre avec son cache pour le protéger du soleil. Et puis on ne voit pas grand chose à droite, on voit un câble orange qui va vers un petit dispositif noir, c'est la sonde thermique, mais on va mieux la voir là, un écorché en quelque sorte, et donc il y a un petit système de forage qui va descendre la sonde dans le sol. Ça va permettre de mesurer le flux thermique, ça va permettre de savoir si la planète, voilà, où elle en est, et puis le séismomètre, ça va permettre de faire l'étude de la planète. Quelle profondeur? Quoi, la sonde? 2 mètres, en plus. De manière à être, si tu veux, à ce que les variations journalières liées au soleil ne soient plus visibles. Et puis le séismomètre, il est pratiquement aussi précis que le meilleur des séismomètres qui est fait sur Terre, mais il est 100 fois plus léger. Hein, il a coûté une fortune. Il est français. Et il est français. Ceci dit, il a fait quand même reculer de 2 ans le lancement parce qu'il y avait une petite fuite. Enfin, bon. Mais c'est extraordinaire. Et puis voilà, bon, il va y avoir une campagne de mesures. 2-3 nouvelles à toute vitesse. Un impact géant au Groenland. Alors, les 3 nouvelles, celle-là et les 2 qui vont suivre, c'est qu'on commence à s'intéresser de plus en plus aux astéroïdes. On s'est aperçu qu'il y a quelques dizaines de milliers d'années, il y a un astéroïde qui est tombé sur le Groenland, au nord-est du Groenland. Il a fait un cratère quand même de 30 km de diamètre, qui est dissimulé par une couche de glace. Et les êtres humains, les Homo sapiens, nos ancêtres directs, ont été contemporains de cette affaire-là. Donc ça a dû faire du dégât et beaucoup de... On pense peut-être même que ça aurait pu aider à l'extinction de certains hommes et des grands mammifères qu'il y avait dans le Nord, comme les mammouths. Datation? Comment? La date? Alors, pour l'instant, ça a été découvert par radar. Donc personne n'a été encore creusé là-bas. Sodome et Gomorrhe frappés par un astéroïde. Alors ça, c'est encore pareil, c'est la nouvelle mode des astéroïdes qui tombent un peu partout. Ceci dit, tout le monde sait que Sodome et Gomorrhe auraient peut-être plutôt été frappés par une bombe atomique. C'est une théorie qui est bien plus ancienne. Et bon, on essaye d'avoir, peut-être que ces scientifiques-là essayent d'avoir une explication plus crédible. Mais de toute façon, à mon avis, vis-à-vis des archéologues, ça ne passera pas. Les archéologues ne veulent pas entendre parler de toutes ces histoires qui sortent de leur domaine. C'est pas nouveau parce qu'effectivement, ce fameux disque-là avait été étudié et on s'était aperçu, en décodant les signes sumériens, qu'on explique apparemment un cratère en Autriche. En Autriche, il y a une zone dans les montagnes d'Autriche où il y a une zone de 5 km qui a été pulvérisée, on ne sait pas bien pourquoi. Bon. M'excuse d'aller un peu vite, ça peut-être... Et puis, alors ça c'est plus sympathique, si je vais finir là-dessus. Retour de la comète Virtanen. Donc dans les jours qui viennent, c'est-à-dire aux alentours du 15 décembre, la comète Virtanen va passer dans notre ciel. Si jamais on a la chance d'avoir des nuits étoilées, pas trop de nuages, elle devrait être très très visible. Donc, je sais qu'on dit ça à chaque comète, elle va être extraordinaire, mais celle-là, il y a des chances qu'elle soit très lumineuse. Et elle va passer entre les Hyades et la Pléiade, pas très loin d'Orion. Donc pour ceux qui connaissent un tout petit peu leurs étoiles, c'est vraiment des régions du ciel qui en ce moment sont très visibles, hein, juste au-dessus de la voûte céleste. Le stand du Sceau, il est là. C'est la vente de livres pour financer l'association du Sceau qui fait de l'archivage ufologique. Ouais, bon, ça, c'était... c'est la saison 2 de ce documentaire, de cette série documentaire,
parti. En janvier, le 8 janvier, nous recevons Éric Zurker, qui va nous parler des apparitions mondiales d'humanoïdes, ici, à OVNI Paris, le 8 janvier. Il a écrit un bouquin qui est tout à fait remarquable. Il va nous parler de ça et des hypothèses qui, d'après lui, découlent de toutes ces observations. Nos amis des reports ufologiques, Stéphane Royer va nous parler des OANI en Russie, en Europe. C'est ça, Stéphane? Ça, le 15 décembre, donc, dans votre nouvelle salle, du côté de Oberkampf. C'est les cafés de Paris, enfin le café de Paris. Voilà, c'est métro Ménilmontant. Voilà. En janvier, conférence de Ah oui, et en janvier chez vous, ok. Monsieur Lionel Camille, que je ne connais pas, mais qui va certainement avoir le coup de connaître, va nous parler des disparitions liées aux ovnis. Donc ça va encore plus loin que les abductions, c'est les disparitions. Et maintenant, enfin, Luc Côté.